Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la formation militaire de la phalange, mise en place par Philippe II, père de l'illustre conquérant invincible Alexandre le Grand. L'armée macédonienne doit tout au roi borgne Philippe II de Macédoine. Remarquable observateur, brillant expérimentateur, doublé d'un habile chef de guerre, capable de tirer le meilleur des caractéristiques très particulières de la société macédonienne. Pour concrétiser son ambition de conquête, Philippe II a inventé, par nécessité et non par choix, une phalange du pauvre. Vous voulez en savoir plus sur la phalange macédonienne? Venez avec moi. L'armée macédonienne avant la prise de pouvoir de Philippe II en 359 avant Jésus-Christ n'est pas celle que nous connaissons. La Macédoine est une société militaire avec une noblesse chargée d'assurer la direction administrative et la défense du royaume, ce qui veut dire une cavalerie de bon niveau, mais avec des effectifs réduits. L'infanterie, quant à elle, est tenue pour négligeable et rassemble des paysans levés et armés pour les circonstances. Vous vous doutez bien qu'une armée d'un tel niveau n'est pas très efficace. Mais au moment où Philippe II prend le pouvoir, cette armée vient d'être quasiment anéantie lors d'une bataille perdue contre les Illyriens. Mais alors, combien de temps faut-il à Philippe II pour réformer son armée? Car on a l'impression que Philippe II transforme en un clin d'œil une armée féodale, presque, si on utilise un terme anachronique, en machine de guerre redoutable. Le plus probable, c'est que le roi commence par une ou deux unités et qu'il voit ce que cela donne sur le terrain. Certains, comme l'américain Minor Markle, ont avancé qu'il n'y avait pas de phalange macédonienne avant Chéronée. C'est en effet la première fois qu'elle est mentionnée par les historiens anciens. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Quand l'historien britannique Nicholas Hammond écrit que la phalange existe très tôt sous Philippe II, il ne s'appuie pas sur les textes, mais sur la logique. Mais comment l'idée de la phalange macédonienne vient-elle à Philippe II? Il réfléchit sans doute beaucoup auparavant. Il est plusieurs années otage à Thèbes, et il a donc tout le temps d'étudier le fonctionnement de la guerre à la grecque. Il sait que face à la cavalerie, une phalange en rang serré l'emporte toujours. C'est donc une formation militaire à adopter. En revanche, Philippe II n'a pas les moyens financiers pour équiper et entraîner une phalange d'hoplites. C'est pourquoi il crée une phalange du pauvre, qui reprend les rangs serrés, mais en allégeant l'équipement et en allongeant la lance. Philippe II ne réforme pas que la phalange. En effet, il met en place un système tactique complet, qui fait aussi intervenir la cavalerie lourde. Sa fonction est de faire ce que ne fait plus sa phalange. La phalange traditionnelle grecque est à la fois un rouleau compresseur et une unité de choc. Mais elle est très lente, avec des hoplites qui portent 20 kg de métal et sont peu entraînés à la manœuvre. Philippe II va découpler ses fonctions, le choc est dévolu à la cavalerie lourde, tandis que la phalange macédonienne est chargée de pousser devant elle et d'occuper le terrain tel un rouleau compresseur. Mais ce serait une erreur de croire qu'il néglige pour autant les troupes légères. Les auteurs anciens ne décrivent leur intervention que dans deux batailles, celle du champ de Crocus contre les Phocidiens et celle de Chéronée contre la coalition grecque. Mais l'utilisation de javelins et de frondeurs notamment est courante car elle permet de désorganiser la phalange adverse avant le choc. Pour Philippe II, ces troupes sont très utiles pour la petite guerre à laquelle il a largement recours. Elle est constituée principalement de coups de main et d'occupations surprises par des troupes adaptées, comme les fantassins légers, mais aussi les hippapistes et les cavaliers légers. Les hippapistes ou porte-boucliers sont à l'origine chargés de transporter l'équipement des phalangistes. Ils jouent le rôle d'une infanterie légère, protégeant le flanc de la phalange, même si leur équipement rappelle celui de l'hoplite classique du 5e siècle, bouclier rond, épée, lance et casque.
Mais alors pourquoi ne pas utiliser des hoplites ou des phalangistes? Tout simplement parce que dans ce type de confrontation, les troupes légères sont beaucoup plus rapides, beaucoup moins chères et tout aussi efficaces que les fantassins lourds. C'est ce qu'avait montré la guerre du Péloponnèse quelques décennies auparavant. Mais vous devez vous demander, mais pour dominer la Grèce, il a bien fallu que Philippe II livre des batailles. Et je vous répondrai oui. Mais on pense toujours que Philippe II est un soudard qui ne rêve que de se battre. Mais c'est un stratège redoutable qui n'a accepté que 5 batailles rangées dans tout son règne. En réalité, il préfère de beaucoup pratiquer la petite guerre. Il attaque par surprise et quand ça ne fonctionne pas, il s'en va tout aussi vite. Dans les sièges, par exemple, il combine 2 techniques. L'assaut continu, c'est-à-dire l'attaque des murailles par tous les côtés, et l'assaut permanent, c'est-à-dire une attaque nuit et jour. Si au bout de 3 ou 4 jours, il n'a pas pris la ville, il arrête le siège, qui devient beaucoup trop coûteux. Pendant tout son règne, Philippe II se bat surtout contre des soucis d'argent. Et c'est permanent. Payer la guerre, et aussi, il ne faut pas l'oublier, payer sa diplomatie, qui est très active, est le grand défi de Philippe II. Comme la Macédoine n'est pas aussi riche qu'elle le deviendra sous Alexandre le Grand, il n'y parvient qu'en lançant des incursions contre des ennemis, tels les Thraces et les Illyriens, qui lui rapportent du butin. Mais ses finances seront toujours très tendues. C'est ce qui explique que ses effectifs permanents soient sans doute toujours inférieurs à ce qu'on imagine. L'armée professionnelle est probablement peu nombreuse. Il y a un noyau dur de nobles, un autre dont la taille peut varier énormément de mercenaires, et peut-être un troisième constitué par la garde, les hétaroi, ce qui fait un cœur d'armée de quelques milliers d'hommes au mieux, autour duquel Philippe II agrège des recrues de tout ordre et de tout horizon. Mais comment ces recrues sont-elles levées et d'où vient-elle, vous devez vous demander? On en sait peu de choses. On s'est longtemps contenté de parler des rudes et robustes paysans macédoniens, portant la Saris, sans trop se demander comment ils se retrouvent là. Or, au temps de Philippe II, il est difficile d'imaginer lever des citoyens à la manière des cités grecques, car le réservoir est bien plus réduit vu l'infériorité du développement urbain en Macédoine. Pourtant, quand on lit des textes, et notamment certains sur Alexandre le Grand, on voit que des soldats participent aux campagnes depuis 20 ans. Le plus logique est donc d'imaginer qu'il existe des citoyens, comme vous et moi, c'est-à-dire sans statut spécial, qui s'engagent au début de chaque campagne pour la solde et le butin. Mais ça serait une erreur de penser qu'il n'y a aucun système de conscription en Macédoine. Il existe des villes sous Philippe II. Elles jouissent d'une certaine autonomie et ont l'obligation de défendre leur territoire. Avec un entraînement militaire minimal dont on retrouve trace plus tard à la période antagonide, dynastie qui règne sur la Macédoine du début du IIIe siècle au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. On peut donc penser que le roi puise aussi dans ses forces. Des notations dans les textes les confirment, qui indiquent tel Macédonien de telle ville. On peut l'interpréter comme faisant partie du contingent envoyé par, mais il faut abandonner l'idée d'une armée permanente à l'image de la Légion romaine impériale, et même d'une levée comme la Légion républicaine. On a des vétérans, mais pas d'armée permanente. Mais qu'est-ce qui fait donc la différence entre le père et le fils? La mécanique est la même, globalement. La principale différence, c'est qu'Alexandre le Grand utilise l'artillerie de jet à torsion pendant les batailles, notamment pour couvrir le franchissement des fleuves. Philippe II distingue également beaucoup plus le siège, où on utilise grandement l'artillerie de la bataille, où il est difficile de déployer. Mais Alexandre le Grand mène une grande expédition hors de Grèce, et il doit tout emporter avec lui. S'il a des machines sous la main, autant s'en servir. Comme on l'a vu, Philippe II accède au pouvoir en 359 avant Jésus-Christ. Il entreprend de poursuivre et d'amplifier la réorganisation de l'institution militaire, déjà initiée par ses prédécesseurs. Ceux-ci
au vu des piètres résultats des combattants, avait en effet développé l'entraînement et formé une troupe d'élite professionnelle à pied. Philippe II prend diverses mesures donnant à ses troupes une meilleure organisation, perfectionne les armements et occupe les soldats à des exercices continuels pour les habituer à la guerre. Il imagine de donner plus d'épaisseur au rang et fut l'inventeur de la phalange macédonienne qui va régner sur les champs de bataille jusqu'à l'arrivée de la Légion romaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.